réaction à l'invasion de son allié, la Pologne, le 3 septembre 1939, la France, à la suite de l'Angleterre, déclare la guerre à l'Allemagne. Puis pendant 8 longs mois, plus rien ou presque ne se passe. C'est la drôle de guerre. Lorsque soudain, le 10 mai 1940 à l'aube, Hitler lance l'offensive contre la France. En moins de 6 semaines, l'armée française, la glorieuse armée de la victoire de 1918, est terrassée. La France, puissance mondiale de premier ordre, est à genoux, son sol aux 2/3 occupé, son régime politique, la Troisième République, abattu. Ces événements ont profondément divisé les Français. Et à l'aube du XXIe siècle, leur pays est toujours malade des conséquences de cette humiliation. On croit tout en savoir. La France, s'effondrant sans combattre devant une force invincible. Les Allemands, menant une guerre éclair, minutieusement préparée. Hitler, certain d'avance d'être en quelques semaines à Paris, autant de vérités reçues. Non que cette ahurissante défaite puisse être contestée, elle est sans appel. Pourtant, elle interpelle encore les historiens. Aux questions toujours lancinantes qu'elle pose, ils donnent des réponses souvent surprenantes. Mais il faut d'abord se rappeler ce que furent les grandes étapes de la déroute. État-major allemand communiqué du 2 juillet 1940. Cette victoire sans exemple des armées allemandes, le monde l'a contemplée avec admiration, avec étonnement ou avec effroi suivant le point de vue. Mais tous se sont demandé comment expliquer de tels succès remportés en si peu de temps. Les étapes de la déroute. « 11 mai, le stratagème allemand. » Les Allemands envahissent les Pays-Bas et la Belgique. Des actions spectaculaires sont menées par leur aviation et leurs parachutistes. Les meilleures troupes françaises et anglaises, avec leurs réserves, entrent aussitôt en Belgique et s'opposent à eux. Vous avez eu d'abord des combats en Belgique, des combats très très durs, qui se sont passés avec des unités modernes, qui étaient équipées de chars, les chars Saumur et tout, qui sont très très bien tenus face aux Allemands. Donc si vous voulez, la partie motorisée, moderne, en dépit du fait que la radio était de moins bon niveau et tout, par le biais d'une artillerie de très très bon niveau, en Belgique, durant les premiers jours, ça a été des combats aussi durs et avec des troupes qui se sont très très bien battues. Nul parmi les Alliés ne perçoit la réalité de cette offensive apparemment de grande ampleur. Ce n'est qu'une manœuvre de diversion, puisque c'est 100 km plus au sud, dans la forêt ardennaise, que les troupes d'élite allemandes attendent d'entrer en action. Le véritable objectif des Allemands est en effet de franchir le massif des Ardennes, que les experts militaires jugent infranchissable, puis traverser la Meuse en s'emparant de Sedan, ville symbole, qui doit leur ouvrir les portes de la France. Tout cela avant que les Alliés, avancés jusqu'au cœur de la Belgique, ne réalisent le subterfuge. En comparaison de la plaine belge, les Ardennes représentent incontestablement une zone de parcours difficile. La Meuse constitue un obstacle continu. C'est la raison pour laquelle le maréchal Pétain disait « si l'ennemi s'y engage, eh bien on le repincera à la sortie ». L'état-major français estime que cette zone n'est pas du tout favorable pour l'engagement d'une masse motorisée. Le 11 mai, les Allemands sont parvenus devant le village belge de Neufchâteau, à la lisière des Ardennes. Pour les Français, cette partie du front est secondaire. N'ont été envoyés là que de petits blindés dépourvus de chenilles, ce qu'on appelle la cavalerie légère. Cette cavalerie légère avait pour mission d'informer l'état-major de toute incursion ennemie dans cette région. Ce jour-là, la 5e cavalerie légère était côté nord-est, dans cette direction.
Elle revenait sur Neuchâtel quand tout à coup, une colonne allemande, le 2e régiment de Panzer, a surgi dans cette direction. Ici, près de Neuchâtel, les Allemands utilisèrent une toute nouvelle tactique, la méthode indirecte. Après la percée, ils s'enfoncèrent aussi vite que possible dans le dos des défenseurs français. Ceux-ci, pris de panique, battirent en retraite. Ainsi se réalisa cette prophétie du général de Gaulle. Les chars ouvriront la route à de grandes victoires. Ils provoqueront l'effondrement de fronts entiers, tout comme on peut faire s'écrouler toute une cathédrale en ne s'attaquant qu'à un seul de ses piliers. Et ce pilier, c'était Neuchâtel. Et toute la cathédrale s'est effondrée. Si la 5e cavalerie légère avait compris que c'était là la principale attaque allemande, elle en aurait aussitôt informé l'état-major, les généraux Gamelin et Hunziker, ce qui aurait donné aux Français un délai supplémentaire pour organiser la défense de Sedan. Mais la cavalerie française n'a pas fourni ces informations. Les responsables français Hunziker et Gamelin n'ont pas su. Dommage. À Neuchâtel donc, les soldats français ne comprennent pas la tactique allemande. Quant au haut commandement, il pourrait lancer l'aviation pour bombarder les unités allemandes, mais ne le fait pas par peur d'atteindre les colonnes de réfugiés qui commencent à affluer. Et pourtant, les erreurs ne sont pas le monopole de l'armée française. Dans la ville belge de Bouillon, les bombardiers allemands ont pris leurs propres chars pour cible. Ils détruisent les ponts qui devaient leur permettre de franchir une rivière proche de la frontière française, la Semois. L'après-midi du 11 mai se déroule ici une scène vraiment dramatique. Après la percée de Neuchâtel, le 1er bataillon du régiment de Panzer reçoit la mission de réaliser un coup de main sur ces ponts. Une première compagnie de chars traverse Bouillon à toute vitesse en direction de ce pont. Alors qu'elle n'en est plus qu'à quelques mètres, le pont vole en éclats. La même scène se produit au 2e pont qui vole également en éclats, alors que le char le plus avancé n'en est qu'à quelques mètres. Là-dessus, une 3e compagnie de chars parvient, en traversant les flots, à gagner l'autre rive de la Semois. C'est alors que 20 avions allemands commencent à bombarder Bouillon en piqué. Les chars allemands, pris sous le feu des bombes, doivent faire marche arrière et regagner l'autre rive. Le calme rétabli en cette nuit du 11 au 12 mai, la ville, vide de tout combattant, semble une ville fantôme. Ce n'est que le lendemain, exactement là où se trouve la cabine téléphonique, que les Allemands, revenus, construisent un pont et entament leur marche vers Sedan. Le général Guderian, qui commande l'élite des blindés allemands, a participé à la mise au point du plan d'offensive par les Ardennes, le plan Manstein, du nom de son principal auteur. S'il avait soutenu ce plan à l'école de guerre, il aurait éliminé, n'est-ce pas? Il aurait échoué. C'est un plan extraordinaire contre toutes les doctrines normales d'état-major général. Et dans ce sens, le succès était un miracle, sur le plan professionnel, n'est-ce pas? Dans ses mémoires, le général Guderian n'hésite pas à parler du miracle des Ardennes. 12-13 mai, l'embouteillage des Ardennes. En réalité, il y a eu pour les Allemands 3 miracles. Le premier miracle se produisit ici, dans les Ardennes. Ce 12 mai se forma un embouteillage de chars et de véhicules allemands sur 250 km. Ils partaient de la Meuse, traversaient les territoires français, belges, luxembourgeois jusqu'à l'intérieur de l'Allemagne. Or, l'aviation alliée n'a pas réagi. Elle a laissé passer cette chance unique. Le massif des Ardennes est si boisé et vallonné que les engins motorisés sont obligés pour le franchir d'emprunter les 4 routes forestières qui le sillonnent. Ce sont des pistes étroites et peu praticables. À un moment donné, les 41 000 chars et véhicules d'accompagnement se trouvent bloqués. L'aviation française, dès le 10 mai,
envoie des reconnaissances au-dessus des Ardennes, en arrière des Ardennes jusqu'au Rhin, et elle repère, au fil des heures, une accumulation extraordinaire de convois allemands, de colonnes de blindés allemands, et elle le signale à la zone d'opération aérienne nord du général de la Cité de la Vigerie, qui lui-même le signale au groupe d'armées auquel il est rattaché, au général Billotte. Et pendant 3 jours, l'aviation française va signaler sans arrêt cette accumulation de moyens gigantesques allemands dans les Ardennes. Des bombardements auraient pu causer des dommages irréparables à ces colonnes, qui étaient le fer de lance de l'armée allemande. Mais à aucun moment les bombardiers français ne sont intervenus. C'est un événement extraordinaire qui s'explique comment? Peut-être par le vieil antagonisme entre l'armée de terre et l'armée de l'air, où les terrestres préfèrent faire confirmer les renseignements qu'ils ont obtenus par la voie aérienne par des reconnaissances terrestres. Il y a une sorte de vieux reste de méfiance peut-être vis-à-vis de l'aviation. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel dans cette affaire. Je crois que l'essentiel tient tout simplement au fait que le groupe d'armée numéro 1 qui est engagé en Belgique et aux Pays-Bas est complètement obnubilé par l'attaque allemande qui se déroule du côté de Maestricht et qu'il ne tient pas compte en fait des avertissements qui lui parviennent du côté des Ardennes. Cet embouteillage, le plus grand que l'on ait jamais vu en Europe, aurait pu être fatal à l'armée allemande. Seule la traversée rapide de la Meuse peut lui permettre de le résorber. C'est ce que les Allemands sont parvenus à réaliser en un temps record. 13-14 mai, Sedan tombe, les Allemands franchissent la Meuse. Le général Guderian avait calculé que les Allemands devaient avoir traversé la Meuse au plus tard en 4 jours. Sinon, les Alliés se rendraient compte de la gigantesque manœuvre de diversion et ils pourraient envoyer des renforts à temps. C'est pourquoi ce pont avait une si grande importance. Le 13 mai, à 16 heures précises, la première division allemande franchit la Meuse sur des embarcations légères. À 19 heures, les pionniers commencent la construction du pont. Le pont est pratiquement terminé vers minuit. Le lendemain, 14 mai, 600 chars traversent ce pont. On prétend que l'histoire ne se répète jamais et pourtant, ici, elle s'est manifestement répétée. C'est très précisément ici que 26 ans plus tôt, en août 1914, la 4e armée allemande a franchi la Meuse. Du côté français, on n'avait tiré aucune leçon du passé et laissé ce secteur sans aucune fortification. Le 147e régiment français se trouvait en face, entre le ravin et la flèche de la Chapelle. Et les 3 bataillons du colonel Pinault étaient disposés le long de la rivière, avec une défense en profondeur qui montait jusqu'aux collines qui sont au-dessus. À notre droite était posté le 331e régiment. Le 14 mai, lorsque les 600 chars allemands franchirent ce pont, les Alliés ont enfin fait intervenir 400 bombardiers et chasseurs. Mais le général Guderian avait eu le temps d'installer tout autour 303 canons de la Flak, la défense anti-aérienne allemande. Malheureusement pour les Français, le plus fort de l'attaque allemande a traversé le fleuve, précisément sur la ligne de partage entre 2 régiments, le 331e et le 147e. En frappant là, les Allemands sont vraiment tombés sur le point faible de la défense française. C'est ici qu'en 1940 s'est accompli le destin de la France, à côté du château de Bellevue, où avait déjà été scellé, 70 ans auparavant, le sort de ce pays. Ici même, le 2 septembre 1870, Napoléon III a capitulé devant l'armée prussienne. Sedan est protégé par une quinzaine de maisons fortes, sortes de casemates camouflées qui doivent servir de tour de guet à l'armée française. Entre ces maisons fortes, Sedan et la Meuse, s'étend une sorte de couloir large de 4 km. C'est dans cette percée autour de Sedan qu'a eu lieu l'attaque aérienne allemande la plus massive de toute la Deuxième Guerre mondiale. Le 13 mai 1940, il y eut exactement
1215 avions engagés dans ce couloir de 4 km. Lorsque les Stuka attaquent, ils déclenchent leur sirène, dite trompette de Jéricho. Au sol, pour les militaires et les civils, ces hurlements deviennent ceux de l'apocalypse. Et il n'y a pratiquement pas de défense antiaérienne à Sedan, ni aucun avion français dans le ciel de la ville. L'aviation alliée est engagée sur l'autre front, au-dessus de la Belgique. C'est exactement ce que les Allemands espéraient. Les Alliés avaient laissé passer l'occasion extraordinaire de l'embouteillage des Ardennes pour bloquer l'offensive allemande. Cela avait été pour les Allemands ce que le colonel Frieser appelle le premier miracle de cette campagne. Or, ils bénéficient à Sedan de ce qu'ils jugent être un deuxième miracle. Le problème est que cette zone-là était une zone un peu fragile, dans ce sens que l'état-major, omnibulé par le fait qu'il fallait raccourcir le front et aller en Belgique, avait mis les meilleures unités sur la Belgique. Que de l'autre côté, à l'île Maginot, il y avait du monde, car il y avait un petit fantasme d'attaque par les pays neutres, y compris la Suisse aussi. Et donc, entre les deux, c'est vrai qu'il y a une zone relativement calme, sur laquelle n'était pas l'île Maginot, qui était la région de Sedan. Et où, dès 1939, on avait mis en place des divisions fabriquées comme un peu de briques et de broc, qui s'étaient installées le long de la Meuse, qui étaient considérées comme un obstacle. Ces divisions avaient passé l'hiver dans de mauvaises conditions. On avait rappelé beaucoup de gens qui étaient rentrés pour mobiliser chez eux. La plupart des jeunes soldats qui étaient là-dedans avaient été remis ailleurs. Alors c'est une espèce de noria, car on mettait en place une compagnie de ceci, une autre compagnie derrière, et puis on allait les former à l'extérieur. Il n'y avait plus à Sedan d'unités structurées, mais seulement des assemblages hétéroclites d'hommes peu formés que leurs officiers n'avaient même pas eu le temps de connaître. Les événements de Sedan sont à l'origine de bien des légendes. Une des plus répandues veut que cette bataille se résume à une percée de chars allemands. En réalité, pas un seul char n'y a participé. La percée de Sedan a été réalisée exclusivement par l'infanterie, pour l'essentiel avec des troupes de choc. En fait, ces troupes de choc ont appliqué une tactique née au cours de la Première Guerre mondiale. Elles devaient agir à la manière de l'eau qui suit toujours la plus grande pente, autrement dit, choisir les points de moindre résistance de l'adversaire pour s'enfoncer en profondeur, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans se préoccuper en rien des menaces sur leurs flancs. Une telle manœuvre rendait les défenseurs nerveux. Et lorsque soudain ils découvraient l'ennemi derrière eux, ils étaient pris de panique. C'est ainsi que des secteurs entiers se sont effondrés d'eux-mêmes. Ce même jour du 13 mai, sur l'autre rive de la Meuse, la défense française s'écroule comme un château de cartes. Déjà, le franchissement des Ardennes par l'armée allemande, jugé impossible, a déstabilisé l'état-major français dès qu'il en eut pris conscience. Mais la troupe est elle-même en proie aux rumeurs les plus dramatiques. Ce sont ces rumeurs qui ont provoqué ce qu'on a appelé la panique de Bulsan. L'affaire de Bulsan est une chose extraordinaire, mais qui ne s'explique que parce que, dans un premier temps, les Allemands se sont avancés sur la rive sud de la Meuse et ont commencé à gravir les crêtes de Meuse. De sorte que les soldats qui avaient échappé et qui n'avaient pas été encerclés ou abattus par les Allemands se sont repliés. Certains dans l'affolement. Ils sont arrivés en haut des crêtes de Meuse, puis au revers des crêtes de Meuse où se trouvaient les canons de une très forte artillerie qui était accumulée là. Et dans leur affolement, ils ont dit « les Allemands arrivent, les Allemands arrivent ». Et à partir d'un certain moment, on ne sait pas comment, la rumeur s'est ajoutée que non seulement les Allemands arrivaient, mais que les Allemands arrivaient avec des chars. C'est d'autant plus étonnant que pas un char allemand n'avait franchi la Meuse le 13 mai. Les chars allemands n'ont franchi la Meuse qu'après que les Allemands eurent construit un pont dans la nuit, c'est-à-dire le lendemain. On a donc assisté, ici, près de Sedan, à une des plus étranges victoires de chars de la Deuxième Guerre mondiale. Il était déjà arrivé que la seule vue des chars suffise à mettre en fuite leurs adversaires sans même qu'ils aient eu besoin de tirer. Mais ici,
La seule perspective de voir surgir des chars a suffi à provoquer la fuite des soldats. Ces soldats en fuite, sans commandement, suscitent un affolement qui ne cesse de croître. Ils arrivent jusqu'au village de Bulson, à une dizaine de kilomètres de la Meuse. Dans cette localité, de nombreuses troupes de soutien sont stationnées, alors qu'on continue à se battre à 6 ou 8 kilomètres de là. Cette rumeur s'est répandue dans la région et a entraîné une panique qui progressivement s'est généralisée, s'est étendue à 20 000 hommes. Les officiers débordés, ne comprenant pas, des généraux eux-mêmes stupéfaits de voir ces troupes refluer. Après la guerre, les Français ont mis en place une commission d'enquête parlementaire sur les causes de leur défaite. Elle était chargée notamment d'étudier la panique de Bulson. Des militaires de tout grade, ayant affirmé avoir vu de leurs propres yeux des chars allemands à Bulson, alors qu'il n'y en avait aucun, la commission d'enquête a conclu à un phénomène d'hallucination collective. Pour avoir personnellement étudié cette affaire de près, en interrogeant des officiers allemands présents sur les lieux, je peux affirmer qu'il n'y avait pas, au moment de cette panique, le moindre panzer allemand à Bulson. 15 mai, 14 juin, de Sedan à Dunkerque, la manœuvre en lame de faux. Après la passivité aérienne des Alliés lors de l'embouteillage des Ardennes, et après la chute surprise de Sedan, les Allemands allaient bénéficier de ce qui fut pour eux un troisième miracle, l'absence de toute réaction d'envergure de l'armée française à leur marche vers la mer. Le troisième miracle se produisit lors de l'offensive conduite à partir de Sedan vers les côtes de la Manche. Les généraux allemands redoutaient chaque jour une grande contre-offensive française venant du sud, mais cette contre-attaque ne se produisit jamais. Le 14 mai, à Chemry, au sud de Sedan, la campagne de France vit un moment décisif. Le général Guderian décide d'ignorer les ordres du haut commandement allemand et d'Hitler lui-même. Il quitte la tête de pont et avance vers la Manche. À cette date, le Führer n'envisage pas d'entrer dans Paris. Son objectif est de détruire l'appareil militaire français et d'occuper les côtes du nord de la France. Il se donnerait ainsi les moyens de contraindre la Grande-Bretagne à signer un traité de paix avec le Reich. Mais la rapidité de l'avance de ces blindés l'inquiète. Ils redoutent que, coupés de leurs arrières, ils deviennent vulnérables à une contre-attaque. Il leur donne l'ordre de ralentir, mais il n'est pas obéi. Bon nombre des officiers généraux, aussi des supérieurs de Guderian et de Manstein, voulaient ralentir un peu les opérations pour attendre qu'arrive le renfort. Mais le dynamisme du Guderian et ses troupes blindées, qui étaient profondément influencées par son dynamisme et par son volonté de foncer, l'ont suivi, et il a plusieurs fois désobéi aux ordres de ses supérieurs. Guderian progresse inexorablement vers les côtes de la Manche, sans se soucier de l'absence de protection d'infanterie ou d'artillerie de ses blindés. Le mouvement prend alors une forme caractéristique que Winston Churchill a qualifiée de lame de faux. Le 25 mai, Boulogne tombe, puis le 26, Calais. Guderian est devant Dunkerque lorsqu'Hitler, au comble de l'inquiétude, lui donne l'ordre express de s'arrêter. C'est ce qui donne aux Alliés un répit qui leur permet du 29 mai au 4 juin, jour de la chute de Dunkerque, d'embarquer 370 000 soldats vers l'Angleterre. Coupée du reste du pays, l'armée française est en pleine déroute, et par dizaines de milliers, ces hommes sont faits prisonniers. Et le 14 juin, les Allemands font leur entrée dans Paris. Six questions et 6 réponses sur un désastre. 60 ans plus tard, il n'est pas 2 mois sans qu'un débat lié aux conséquences de cette impensable défaite n'agite la France. À 6 questions essentielles, parmi toutes celles qui restent encore posées, on peut aujourd'hui apporter des réponses plus nuancées, plus complètes et à contre-courant de beaucoup d'idées reçues. Les Français se sont-ils effondrés sans combattre? Les Français se sont admirablement battus en Belgique, sur l'Oise, l'Aisne et sur la Somme, lorsqu'ils se sont battus en juin pour la défense du territoire. Là, les combats ont été acharnés et héroïques. Il y a eu un courage et un héroïsme français tout à fait remarquables, dignes d'admiration. Et l'image qui a été conservée de fuyards, d'une troupe incapable de se battre, est tout à fait fausse.
Nous sommes ici dans le village de la Horgne, défendu par la 3e brigade de Spahis. Des luttes terribles eurent lieu ici le 15 mai. La bataille a commencé le matin quand les Allemands sont arrivés dans cette direction. En dépit de la présence de quelques panzers, ce fut vraiment un affrontement entre fantassins. À l'issue du combat, le village était pratiquement rasé. Les Français avaient résisté vaillamment toute la journée. Le colonel Balck, dont le régiment a conquis la Horgne et qui était l'un des plus brillants officiers de l'armée allemande, écrit dans ses mémoires. Au cours des 2 guerres mondiales, j'ai lutté contre toutes sortes d'adversaires et toujours à des points chauds. J'ai rarement vu des hommes se battre aussi bien que ceux de la 3e brigade de Spahis. Le colonel Mark, qui la commandait, fut fait prisonnier alors qu'il était déjà blessé. Sur 27 officiers de la brigade, 12 furent tués, 7 blessés et avec eux 710 Spahis. J'ordonnais que les quelques prisonniers soient particulièrement bien traités. Pourquoi les soldats se sont-ils battus si vaillamment à la Horgne? La réponse se trouve ici, dans ce cimetière où ils sont enterrés. Ces Spahis marocains de la 2e brigade ont eu 2 colonels, 2 chefs successifs, tués. Ceux-là n'étaient vraiment pas des officiers de salon. Ils étaient avec leurs hommes, ils les ont encouragés, ils les ont galvanisés, ils les ont menés de la meilleure manière possible. Malheureusement pour eux, ils y ont sacrifié leur vie. Nous nous trouvons ici à Stonne, appelé le Verdun de 1940. Il n'y a pas eu un seul endroit de France pour lequel on se soit autant battu que pour Stonne. Ce village changea de main 17 fois en 2 jours et demi. Mais l'épisode le plus spectaculaire se déroula le 16 mai, à 7 heures du matin. Le capitaine Biot, arrivant d'ici, entra avec son char B et se heurta, exactement à cet endroit, à une compagnie de chars allemands du régiment de chars 8. Il passa parmi ces 13 chars allemands et les détruisit tous. Quand il se fut retiré, on compta sur son char 140 traces de coups, mais aucun ne l'avait traversé. Conclusion. Premièrement, les Français avaient de remarquables chars. Deuxièmement, les Français avaient d'excellentes troupes. C'était donc bien la tactique mise en œuvre qui n'était pas la bonne. Cette bataille nous démontre que les Français pouvaient parfaitement résister aux Allemands et pouvaient même se surpasser de magnifique façon. Une autre bataille, l'une des plus importantes de cette campagne, a eu lieu ici, près du village de Chany. La 1re brigade blindée de la 1re division de Panzer s'était risquée à avancer sans infanterie. Malheureusement pour elle, il y avait un détachement français sur les hauteurs qui surplombent Chany, ainsi que des éléments de la 14e division d'infanterie et de différentes unités de cavalerie. Cette bataille de Chany a été l'une des plus dures de toute la campagne. Les Français ont arrêté net les blindés de la 1re division de Panzer, les faisant reculer jusque derrière le village. C'est vraiment la seule fois de la campagne de France où les panzers allemands ont été arrêtés par l'infanterie française et renvoyés dans leurs cordes. Un chiffre atteste de la violence des combats. Sur l'ensemble du front, 150 000 morts en 5 semaines. À titre de comparaison, rappelons que ces chiffres sont supérieurs à ceux de la bataille de Verdun, un des épisodes les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale, synonyme de boucherie collective. La défaite est-elle due à la 5e colonne ou à un complot politique? La défaite fut si brutale, si honteuse, si inattendue qu'elle sembla incompréhensible et que pour l'expliquer, on en vint très vite à parler de trahison. On se plut surtout à se persuader que l'ennemi avait installé en France un réseau très efficace d'espions et d'agents de démoralisation, la fameuse 5e colonne. Qu'il y ait eu une 5e colonne allemande en France, destinée à renseigner les Allemands et à démoraliser sur le terrain les troupes françaises,
c'est une pure invention, une pure reconstruction. Toutes les preuves preuves françaises et preuves allemandes confirment que ça n'a pas existé. Il y avait peu d'Allemands, il y avait peu d'espions allemands proprement dit en France. Ceux qui existaient étaient chargés de transmettre des renseignements militaires, de Brest par exemple, ou de points stratégiques, mais d'agents allemands intervenant dans le comportement des armées, à l'intérieur des armées, sur les arrières des armées, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, la chose est absolument certaine et confirmée par les Allemands eux-mêmes. L'imagination populaire, l'angoisse du soldat a joué et on a répandu 50 fables sur des religieuses, des soldats allemands camouflés en religieuses, des officiers donnant de faux ordres qui étaient en réalité des Allemands camouflés en officiers français. Toute une imagination de l'affolement s'est répandue par-dessus une rumeur. On voit bien comment pouvaient naître de telles légendes, mais elles ne reposent sur absolument rien de réel. Il en va de même de tout ce qui a pu ou peut encore se dire sur le rôle qu'auraient joué des complots d'extrême gauche ou d'extrême droite poussant au défaitisme. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire et les procès de l'épuration ont, dès l'après-guerre, fait définitivement justice de ces fausses explications. L'Allemagne avait-elle prévu une guerre éclair? La campagne de 1940 est l'une des moins comprises, l'une des plus mal interprétées de l'histoire militaire. Les Allemands ont créé le mythe de la Blitzkrieg, la guerre éclair, pour impressionner leur opinion publique et dans l'espoir d'intimider les Anglais. En fait, la campagne de 1940 ne ressemble ni de près ni de loin à une guerre éclair. C'est une campagne d'infanterie, une campagne de soldats. Les images peuvent mentir. Celles-ci donnent un sentiment de puissance et de discipline. Elles ne laissent pas soupçonner les conflits qui déchirent l'état-major allemand. L'état-major général n'était pas un organisme cohérent. Cohérent, bien sûr, en ce qui concerne la doctrine, l'idée, la qualité professionnelle. Mais il y avait non seulement des officiers d'une grande qualité, mais aussi d'une grande ambition. Il y avait plusieurs clans au sein de l'état-major général. Il y avait le clan des Prussiens et celui des Bavarois. En février 1938, le Bavarois Halder est promu chef d'état-major. Le Prussien Manstein, écarté du quartier général, ne renonce pas pour autant à son plan d'invasion en cas de conflit avec la France. Il s'arrange pour être reçu par le Führer. Hitler est immédiatement convaincu. Pour mettre au point le détail de son plan, Manstein fait appel à un autre Prussien, le général Guderian, qui lui apporte sa connaissance exceptionnelle des blindés et des nouvelles techniques de transmission. De plus, depuis la Première Guerre mondiale, Guderian connaît parfaitement la région de Sedan. Fin janvier, début février 1940, l'écrasement au sol d'un avion de la Luftwaffe faillit tout compromettre. Le commandant de l'appareil détenait une copie du plan Manstein. Elle est tombée entre les mains des Français, ce que les Allemands ont su. N'imaginant pas que les Français traiteraient ce document avec mépris, les Allemands lui ont apporté de nombreuses modifications. Il n'en reste pas moins que l'idée centrale, celle de l'attaque surprise par les Ardennes, est bien due au général von Manstein. Encore un point d'histoire peu connu. Le plan Manstein a sans doute sauvé Hitler. Après la victoire sur la Pologne en septembre 1939, Halder, son propre chef d'état-major et d'autres officiers ne veulent pas d'une nouvelle guerre, redoutant qu'elle ne se termine mal pour l'Allemagne. Pour neutraliser le Führer et ses options belliqueuses, ils ébauchent une sorte de conspiration. Par l'intermédiaire de certains diplomates, ainsi que du pape Pie XII, ils vont jusqu'à prendre contact avec les Anglais. Mais l'affaire tourne court, car Halder prend ses distances avec le complot. À mon avis, il a compris vers la fin 39, début 40, que cette idée de Manstein était un secret de la victoire. Il était un militaire d'une grande ambition et il a chancelé entre conspiration et préparation d'une victoire.
Et c'était la deuxième perspective qu'ils ont apportée. Par une ruse d'histoire, c'était Halder qui a exécuté le plan Manstein sur le champ de bataille en tant que chef d'état-major général de l'armée de terre, tandis que Manstein, qui a inventé ce plan génial, a été limogé. Ainsi, ce complot militaire contre Hitler, qui annonce et préfigure celui du 20 juillet 1944, montre à quel point les querelles de personnes et de doctrines obèrent les décisions de l'état-major allemand, au point que leur incohérence aurait pu compromettre le succès des armées du Reich. La France de 1939-1940 est-elle dépourvue de stratégie? En 1940, à peine plus de 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les Français restent profondément marqués par l'horreur de la guerre. Dans toutes les classes de la société, chez les militaires comme chez les civils, toutes tendances politiques confondues, le pacifisme est une réalité. L'affreuse tuerie de la Grande Guerre laisse des souvenirs considérables chez tous les Français. Et cette tuerie, ces pertes énormes sont très souvent liées aux grandes offensives. Et il est vrai qu'en 1914, les chefs sont allés au-delà de la doctrine en engageant des offensives extrêmement coûteuses et de façon certainement un peu inconsidérée. Donc il y a dans l'opinion publique une relation entre offensive et perte, offensive et sacrifice de la Grande Guerre. Les officiers supérieurs étaient des gens qui avaient fait la guerre d'avant. Quand ils voyaient les soldats qu'ils avaient, c'était leurs fils, plus ou moins, et eux avaient dans les yeux, si vous voulez, toute cette guerre atroce, quoi, et c'est 1,5 million de morts. J'ai été extrêmement surpris, par exemple, de découvrir dans les archives l'extrême profondeur du pacifisme qui affectait le général Vuillemin, qui s'est battu dans l'aviation pendant la guerre de 14-18. Et Vuillemin raconte qu'un jour, en sortant du bureau de son ministre de l'air, du ministre de l'air Guy Lachambre, il s'est mis à pleurer en pensant à tous ces gens qui voulaient pousser la France dans la guerre en 1938, au moment de la crise de Munich. C'est assez symptomatique, je pense. Afin d'éviter que ne se renouvelle l'hémorragie de 1914-1918, la France adopte une stratégie de guerre longue, défensive, symbolisée par la ligne Maginot. Elle consiste à attendre qu'asphyxiée par le blocus qui lui est imposé, l'Allemagne puisse être envahie sans risque ou contrainte à négocier. Cette stratégie s'appuie sur l'idée que nos frontières de l'Est sont protégées. Au nord par la Belgique, État neutre, sur le Rhin par la ligne Maginot et à la jointure des deux par un massif infranchissable, les Ardennes. Une telle stratégie est techniquement réalisable. L'Allemagne, isolée diplomatiquement, doit acheter à l'extérieur son pétrole et ses matières premières. Le général Gamelin, responsable suprême de l'armée française, est un partisan inconditionnel de cette guerre défensive. D'autant qu'informé par le deuxième bureau des menées secrètes du général Halder contre Hitler, il croit à une éviction prochaine du dictateur. Mais le complot Halder est déjà mort-né lorsqu'en août 1939, à quelques jours de la déclaration de guerre, un coup de théâtre vient brutalement renverser l'équilibre des forces en Europe au détriment de la France. Traditionnellement, la France cherche, face à l'Allemagne, un allié de revers. Et dans les années 30, l'allié de revers, c'est l'Union soviétique. Des tentatives d'accord sont passées au cours de ces années 30 pour que la France puisse, en concert avec l'Union soviétique, agir pour tenir en respect l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne nazie, c'est Hitler, c'est Ribbentrop, qui vont aller plus vite que les Français pour conclure ce fameux traité germano-soviétique, qui met à bas toute la stratégie française par rapport à l'Allemagne, puisque à partir de ce moment-là, la France ne peut fonder ses espoirs d'alliés de revers que sur la petite Pologne, d'une part, et puis qu'à partir de ce moment-là, l'Allemagne va pouvoir se ravitailler auprès de l'immense Union soviétique qui a des matériels, qui a des ressources infinies, et par conséquent, la stratégie française qui fondait ses espoirs sur le fait que l'Allemagne ne pourrait pas se ravitailler ou s'approvisionner, eh bien, cette stratégie aboutit à un échec. Quant aux actions périphériques destinées à priver l'Allemagne de ses sources d'approvisionnement de fer et de pétrole, elles restent sans lendemain. En avril 1940, des unités françaises débarquent à Narvik, un port norvégien occupé par les Allemands. Cette opération
est présentée comme une fructueuse victoire. Paul Reynaud, président du Conseil depuis moins d'un mois, n'hésite pas à proclamer que pour les Allemands, la route du fer est coupée. Mais 2 mois plus tard, la Wehrmacht est à Paris. En 1940, les forces françaises sont-elles inférieures aux forces allemandes? On a souvent dit que la France n'était pas prête militairement à affronter l'Allemagne en septembre 1939. Est-ce dû à un effort de réarmement insuffisant? De fait, l'Allemagne a entrepris son réarmement bien plus tôt que la France, et d'autant plus qu'elle avait été désarmée par le traité de Versailles. Par conséquent, la France a entrepris son réarmement plus tard, dans la fin des années 30, en 1936, avec le fameux plan lancé par le gouvernement populaire, et par conséquent, en septembre 1939, et encore plus en mai 1940, la France a rattrapé une bonne partie de son retard. Le réarmement français a bien été effectué entre 1936 et 1940, et en particulier entre 1938 et mai 1940. En termes de technique et d'armes, les Allemands et les Français sont relativement à égalité. Les Allemands ont un avantage aérien, les Allemands ont un avantage de communication, ils ont un petit avantage d'artillerie, mais ils n'ont pas un avantage décisif en blindés. Les chars français étaient supérieurs en nombre aux chars allemands, 3200 chars contre 2400. Ils leur étaient également supérieurs en qualité, car le traité de Versailles de 1919 interdisait aux Allemands de construire des chars. Quand les Allemands ont commencé la construction, ils avaient une génération de retard. 2400 chars allemands, 4200 chars alliés. 3500 avions allemands, 4500 avions alliés. 140 divisions allemandes, 144 divisions alliées. Artillerie lourde, équivalente des deux côtés, mais avantage français pour le canon de 75. 20 000 officiers allemands, 30 000 officiers français. Et pourtant, la France a été battue. Qu'importe que les Français disposent de moyens numériquement équivalents ou même supérieurs à ceux des Allemands, puisqu'ils ne les utilisent pas comme il convient. J'ai été élève officier à l'élève de réserve à l'école de Saint-Cyr de septembre 39 à janvier 40. Et j'ai trouvé l'enseignement de Saint-Cyr très bien fait, très bien conçu, raisonnable, avec des officiers d'encadrement remarquables. Mais rétrospectivement, je suis sidéré de penser que nous n'avons jamais entendu parler à Saint-Cyr des Stuka. Nous n'avons jamais eu aucune formation concernant la défense contre avion. Nous n'avons jamais entendu parler de la possibilité d'offensive de chars, ni comment nous comporter devant des chars. Nous avons vu une seule fois un canon de 25 anti-chars, sans apprendre à le manier. Qu'importe que la France ait autant d'avions que l'Allemagne, puisque, là encore, ils ne sont pas utilisés ou utilisables comme il convient. On a sorti à une très grande cadence des avions, mais ces avions n'étaient pas bons de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, un avion de bon de guerre? Ça veut dire un avion qu'on livre à l'armée de l'air et que l'armée de l'air est capable d'utiliser immédiatement en unité. Alors ce qui se passait le plus souvent, c'est que les avions étaient livrés depuis les usines jusque dans les entrepôts de l'armée de l'air, sans équipement, sans hélice, avec des trains d'atterrissage qui étaient parfois fragiles, parfois manquants, et avec un armement qui n'était pas monté sur les avions en sortie d'usine parce que le ministre de l'Air craignait qu'en mettant les armes en usine, eh bien, les ouvriers s'en emparent et se lancent dans ce qu'on appelle, dans la terminologie communiste, le grand soir. En vérité, l'armée française, dans tous les domaines, semble n'avoir guère évolué depuis la Première Guerre mondiale. Elle applique toujours les méthodes et les règlements alors en vigueur. Ainsi, en 1940, l'aviation militaire, sous l'autorité du général Villemain, ne jouit toujours pas d'une véritable autonomie. Cette armée de l'air a le vice rédhibitoire d'être scindée en deux éléments. Un premier élément qui dépend du commandant en chef des forces aériennes, le général Villemain, qui comprend à peu près 50% des moyens aériens, et un deuxième élément qui dépend directement des forces terrestres. Plus grave, une partie
de l'armée de l'air commandée par Vuillemin est également scindée en différents morceaux. Je pense à l'aviation de chasse qui est répartie par petits paquets, comme le sont les blindés d'ailleurs en 1940, au sein des armées terrestres. Et le général Vuillemin a très peu de possibilités de commandement sur ces unités de chasse, donc réparties au sein des armées terrestres. Qu'importe que la France ait des moyens de transmission modernes, puisqu'elle ne les utilise pas. D'abord, si vous voulez, il y avait un retard technologique. Finalement, pour éviter les indiscrétions, le peu de radio qui était en place ne pouvait servir qu'en dernière extrémité. Et donc, c'était comme toujours dans les ordres, ne se servir de la radio que sur ordre. Donc, outre le fait que beaucoup avaient du matériel en très mauvais état, même ceux qui en avaient n'ont pas été autorisés à s'en servir. Qu'importe que les Français aient des chars, puisqu'ils ne savent pas les utiliser comme il convient. Trop longtemps, ils n'ont pas cru à la nécessité d'une force blindée autonome. Quand les premières divisions blindées ont été créées, la France était déjà en guerre. Ces divisions n'avaient pas été conçues comme des ensembles d'armes cohérents, avec tous les accessoires qui permettent de manœuvrer, d'aller vite. Le fonctionnement du remplissage d'essence des chars avait été tout à fait mal conçu. Il fallait, dans certains cas, des heures pour remplir d'essence un char. De sorte que, malheureusement, nos chars ont bien combattu, mais ont été massacrés tragiquement. En revanche, les Allemands ont prévu des camions chargés de jerrycans, permettant d'assurer dans les délais les plus brefs l'approvisionnement de leurs blindés. Et pourtant, l'idée courante, selon laquelle l'armée allemande de 1940 était une armée ultramoderne, entièrement motorisée, s'avère être une légende. À côté d'une armée parfaitement équipée, on retrouve en effet, aussi bien chez les Allemands que chez les Français, des divisions flanquées d'armements anciens, de charrettes, de chevaux et d'ânes. Mais les deux armées ont adopté une organisation radicalement différente. À mon sens, c'est une cause essentielle de cette défaite. Les Allemands avaient concentré non seulement leurs chars en une force de frappe très puissante, mais ils avaient concentré aussi leurs meilleures divisions, leurs jeunes. C'est-à-dire que la France a été vaincue par 6 classes de jeunes soldats fanatisés. Les Français avaient une conception du commandement très curieuse. Ils considéraient que les chefs devaient être enfermés dans leur PC, devant une carte, un éventail dans une main, une radio dans l'autre, un téléphone à l'oreille, sans cesser d'agiter l'éventail. Vraiment un style de commandement plutôt étonnant. On a beaucoup reproché à la doctrine française d'enlever toute initiative à la chaîne hiérarchique. Et Gamelin est l'apôtre un peu de ce qu'il appelle la bataille conduite. C'est-à-dire que les ordres doivent venir de l'échelon supérieur, qui a tous les éléments, et les échelons inférieurs, même des échelons élevés, comme la division, doivent appliquer strictement le plan. Depuis 1935, le général Gamelin assume les plus hautes responsabilités militaires. Il a été nommé chef d'état-major des armées, certes pour ses états de service qui sont excellents, mais aussi pour les bons rapports qu'il entretient avec les responsables politiques. Sa souplesse d'esprit et son souci constant des compromis et de la conciliation, évidemment, favorisent ses relations avec les hommes politiques. Mais ils ont, pour la conduite d'une armée, un côté catastrophique. Il excelle à démêler les questions tactiques et stratégiques. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle un grand chef. Il ne s'impose pas, il n'a aucun charisme, et pour dire vrai, il ne commande pas et se préoccupe assez peu des réalités du terrain. Je crois qu'on peut résumer la personnalité du général Gamelin en 3 formules. Une intelligence supérieure, une solitude glacée et un orgueil démesuré. Dès son accession à la présidence du Conseil, en mars 1940, 2 mois donc avant l'offensive allemande, Paul Reynaud a tenté de limoger Gamelin. Il ne l'estimait pas apte, notamment en raison de ses atteintes physiques, à diriger les opérations militaires et voulait le remplacer par un véritable chef de guerre. Il n'a pu le faire. Le ministre de la Défense, Édouard Daladier, et les députés radicaux socialistes, qui étaient en mesure de renverser le gouvernement, s'y sont opposés. C'est ainsi que l'armée française est dirigée par un généralissime qui, dès le début de l'offensive allemande, décide de ne rien décider lui-même.
il reste à Vincennes comme conseiller du gouvernement et il charge le général Georges à son poste de commandement de La Ferté de diriger les opérations. Lorsque le général Gamelin est venu au quartier général du général Georges, il a rédigé un ordre, en fait une directive, qui commençait sans vouloir m'immiscer dans la manœuvre en cours. C'est quand même extraordinaire pour un commandant en chef. Maurice Gamelin apparaît en réalité comme une parfaite expression des contradictions de la France d'alors, de son impuissance à changer les habitudes acquises, à s'adapter aux réalités nouvelles. La France n'a pas vu venir cette nouvelle forme de guerre, fondée précisément sur la surprise et la vitesse. Non seulement elle ne l'a pas vu venir, mais face à l'évidence de l'offensive adverse, elle n'a pas su non plus y parer. La campagne de 1940 n'avait pas été prévue comme une guerre éclair, mais comme une guerre longue, semblable à la Première Guerre mondiale. Si elle a fini en guerre éclair, cela a tenu à une série de circonstances imprévues qui se produisirent sur le champ de bataille pendant cette campagne. Personnellement, je pense que les Français auraient pu gagner cette guerre, ou en tout cas faire beaucoup mieux qu'ils l'ont fait. S'ils avaient conçu une doctrine fondée sur la mobilité et non sur un système de contrôle rigide, s'ils avaient eu une stratégie plus réaliste en gardant des troupes de réserve disponibles, et s'ils avaient bien voulu laisser à leurs officiers une plus grande marge d'initiative, alors les résultats de cette guerre auraient pu être très différents. Il est vain de réécrire l'histoire. On ne peut pourtant s'empêcher de penser à ce qu'aurait été le destin de la France si elle n'avait pas connu en mai-juin 1940 une déroute que nul, pas même Hitler, n'avait osé imaginer. Cette déroute dont on sait aujourd'hui qu'elle n'avait, contrairement aux vérités reçues, rien d'inéluctable. Certes, les horreurs de la guerre n'auraient pas été évitées à ce pays, mais sans doute aurait-il pu échapper aux humiliations, aux divisions, à la honte. Un jour viendra, tôt ou tard, j'en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s'épanouir sur son vieux sol béni déjà de tant de moissons, la liberté de penser et de jugement. Alors, les dossiers cachés s'ouvriront. Les brumes, qu'autour du plus atroce effondrement de notre histoire, commencent, dès maintenant, à accumuler tantôt l'ignorance et tantôt la mauvaise foi, peu à peu se lèveront.